Monsieur Mélenchon, que pensez-vous faire pour les parents solos qui galèrent entre le loyer, la scolarité des enfants, la trouille de perdre son emploi et dont la pension alimentaire est sous-évaluée et en plus imposable? Bon, alors il faut regarder ça au cas par cas, mais déjà commençons par une règle qui pourrait être simple. De quoi partirions-nous? Des droits de l'enfant. C'est le plus simple. Si vous reconnaissez à un enfant un certain nombre de droits, c'est-à-dire à être alimenté correctement, à être hébergé correctement, etc., etc., et que ces droits sont inaliénables, alors vous mettez en regard les moyens qu'il faut pour y parvenir. Je ne peux pas répondre autrement que par une formule aussi générale que celle-ci, à l'exception d'une question qui est celle des pensions alimentaires, qui, vous le savez, maintenant sont prises en charge, et il faut que ce soit comme ça, et que ce soit l'État qui poursuive le mauvais payeur, et pas la personne. Alors, voilà les deux points que je mets sur la table à ce moment. Oui, dernière question, pardon, sur le programme, mais très rapidement. Cédric s'étonne que votre programme, l'Avenir en commun, soit payant. Il coûte 3 €. Pourquoi le rendre payant et ne pas le donner de façon accessible à tous gratuitement? Oui, il suffit d'aller sur la plateforme pour l'avoir. Il est payant. 3 €. Oui, d'accord, mais il est payant pourquoi? Parce qu'il est volumineux, parce qu'il est présenté. Il coûte 3 €. Alors oui, c'est vrai, c'est beaucoup 3 €, mais vous pourriez arriver à les réunir en vous mettant à plusieurs et peut-être en faisant des photocopies, mais n'exagérons pas. Moi, j'ai pas une banque, j'ai pas un trésor, je suis pas un héritier. Et la campagne, elle a besoin d'argent pour tourner. Vous savez, j'ai pas de... La dernière fois, c'était... Alors, il y aura un résumé, vous inquiétez pas, qui va être distribué le moment venu, gratuitement, il y aura les quelques mesures. Mais non, je ne peux pas éditer sur le compte de la campagne. À combien, d'abord, faudrait-il le faire? Ce sera forcément du gâchis. Bon, donc là, il y a une restriction, oui, elle existe, mais on peut en acheter par paquet, il y a des copains qui se cotisent pour les offrir autour d'eux. Là, vous allez... vous pourriez faire un cadeau, tiens, dans votre famille. Vous qui avez des sous, vous offrez le programme aux autres. Mais avant le prochain Noël, puisque l'élection, c'est quand même dans Mais oui, dans mais moins à de 100 Noël, il jours. s'en est vendu beaucoup. C'est comme ça qu'on est passé en tête des ventes. Et si on fait une adoption sociale, on pourra même hériter du programme, donc. Si on Avec- fait une adoption sociale, on pourra hériter du programme, c'est toujours 3 € de prix. Mais merci, monsieur Jean. Bon, vous et moi, on va se voir après pour cette histoire d'adoption. Nouvelle idylle. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine. Petites et moyennes entreprises, vous avez besoin d'accélérer votre business. TF1 Pub est avec vous. Avec TF1 Pub, à partir de 5 000 €, créez votre première campagne publicitaire clé en main. En termes de notoriété et d'impact sur nos ventes, annoncer à la télévision a été un accélérateur incroyable pour la rosée. Pour faire grandir votre entreprise, rendez-vous sur tf1pub.fr. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais. Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Et profitez dès maintenant des frais d'installation offerts. Altaïa présente la Citroën Méhari, montée pas à pas la mythique voiture, une réplique d'une qualité exceptionnelle. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Et en plus, elle dégageait un charme énorme. Collectionnez les surprenantes micro-voitures d'antan. Le numéro 1, 2,99 € chez votre marchand de journaux. Altaïa. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Bienvenue dans le débrief politique d'LCI midi. Nous posons notre rythme sur celui de la campagne présidentielle avec en bruit de fond ces manifestations anti-mesures sanitaires. Alors depuis hier, les candidats engagés dans la course à l'Elysée sont en déplacement dans toute la France. Lui, il est venu jusqu'à chez nous. Vous avez pu le suivre il y a quelques minutes, la prestation de Jean-Luc Mélenchon au grand jury LCI RTL. Pour en discuter assis autour de la table, nous trouvons donc Julien Arnaud du service politique d'LCI. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Et également Marion Pariset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes
êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire, conseillère régionale d'Île-de-France. Nous allons en parler de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais juste avant, revenons sur l'autre fait politique de la matinée, à savoir le ralliement de Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher et ex-vice-président DLR, à Éric Zemmour. On écoute la décision de Guillaume Pelletier. Au nom des 40% des adhérents Les Républicains qui ont voté comme moi pour Éric Ciotti il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. Voilà, alors Julie Arnaud, juste au départ, une petite précision. Guillaume Pelletier n'est pas non plus le député le plus médiatique qui soit de l'Assemblée nationale, mais pourquoi c'est important pour Éric Zemmour de l'avoir avec lui? Alors peut-être pas le plus médiatique, mais en tout cas il gravitait, je vais dire, mais employer l'imparfait, au sein des Républicains depuis des années, depuis 13 ans, Guillaume Pelletier. Mais il a eu un parcours politique avant d'entrer au parti de l'UMP et ensuite aux Républicains. Il vient du Front National de la Jeunesse. Il était autour de Samuel Maréchal, qui est le père de Marion Maréchal Le Pen. Il a ensuite rejoint plutôt la branche maigretiste, on va dire, du Front National. Et ensuite, c'est vers Philippe de Villiers qu'il s'est tourné. Il a dirigé aussi une partie de la campagne de Philippe de Villiers. Donc ça, c'était avant les années 2000. Et puis à partir des années 2000, là oui, il rejoint plutôt la droite, l'UMP, les Républicains. Très proche de Patrick Buisson. Tiens, bizarrement, on l'a vu où, Patrick Buisson, hier aux côtés d'Éric Zemmour. Il a aussi des liens avec Charles Millon. Il est aujourd'hui vers qui? Vers Éric Zemmour. Vers Philippe de Villiers, il est aujourd'hui vers Éric Zemmour. Donc je dirais qu'il n'y a pas de trop grande surprise finalement à le voir aujourd'hui, Guillaume Pelletier, rejoindre Éric Zemmour. Il a 45 ans. Ses prochaines fonctions, ce seront quoi, selon nos informations? Mais porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour, et dès demain, il assistera à sa première réunion autour de Philippe de Villiers et d'Éric Zemmour, donc au QG de campagne du candidat Zemmour. On a signalé que donc Christian Jacob, le président DLR, a exclu Guillaume Pelletier, qui ne fait plus partie, bien sûr, aujourd'hui des Républicains. Marion Pariset, dans un communiqué, donc Guillaume Pelletier explique son choix. Alors lui, il dit, en effet, j'ai soutenu Philippe de Villiers, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Il ne parle pas de Marine Le Pen, c'est marrant. Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez. Donc c'est logique que maintenant je m'inscris aux côtés d'Éric Zemmour. Pour vous, c'est-à-dire qu'il y a une filiation assez claire pour lui? Il y a une filiation qu'il avait mis un peu entre parenthèses aussi pendant tout le temps, où il a pu obtenir des positions avec LR. Il faut aligner ça avec son parcours global. Donc il n'y a pas vraiment une grande surprise, comme le disait Julien. C'est tout à fait dans cet alignement-là, dans cette filiation. Il revient finalement à ses origines, à ses bases. C'est peut-être pour certains même un soulagement au sein des Républicains. Vous dites soulagement carrément? Pour certains peut-être, parce que justement ces voix contradictoires qui peuvent justement poser problème à la candidate des Républicains, ce sont des voix qui viennent aussi brouiller les messages. Et là où il dit que selon lui le programme de Valérie Pécresse est similaire à celui d'Emmanuel Macron, aujourd'hui plutôt, elle s'inscrit au contraire dans une différence du programme et de méthode. Ouais. Donc elle a besoin de pouvoir avoir une ligne claire et des gens qui derrière elle soient rassemblés pour pouvoir porter ce programme-là. Alors justement, vous vous en souvenez, bien sûr, vous savez, auprès de Valérie Pécresse, il y a Éric Ciotti, forcément son adversaire lors de la primaire. Éric Ciotti qui avait déclaré qu'en cas de duel au second tour, Éric Zemmour contre Emmanuel Macron, il voterait Éric Zemmour. Et ben, regardez ce qu'il a tweeté à propos de la défection de Guillaume Pelletier. Je suis déçu par l'attitude de Guillaume Pelletier. Il commet une lourde faute. Seule Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron et rassembler tous les électeurs de droite. C'est un renversement un peu de l'histoire, non là, Oui, parce que Éric Ciotti va justifier le fait qu'il se projetait dans un cas de duel entre Macron et Zemmour. Mais aujourd'hui, il fait la campagne de Pécresse et il dit, mais de toute façon, cette situation-là ne se présentera pas puisqu'on aura Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse. C'est le pari aujourd'hui que fait Éric Ciotti. Je pense qu'il aurait, oui, aimé garder Guillaume Pelletier parce que l'atout Ciotti pour Valérie Pécresse, c'est de faire venir ou revenir les voix parties chez Marine Le Pen ou tentées par Éric Zemmour dans le giron de la candidate LR. Donc il se dit, il faut qu'on reste dans la famille pour attirer ces voix vers Valérie Pécresse. Guillaume Pelletier, finalement, il a toujours été pointé du doigt en interne. Il n'avait pas que des amis. Dès qu'il arrive aux côtés de Nicolas Sarkozy dans la campagne amenée par Patrick Buisson, c'est tendu. Certains le regardent d'un très mauvais œil, l'arrivée de Guillaume Pelletier. Ces derniers jours, même autour de Christian Jacob, du patron du parti, même autour de Valérie Pécresse, qu'il avait rencontré avant Noël, on se demandait, tiens, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il n'a pas une double stratégie? Est-ce que déjà, il ne regarde pas du côté d'Éric Zemmour? Aujourd'hui, on nous dit bon débarras, en substance, voilà, du côté des Républicains.
en même temps, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faisait depuis 2 ans au sein des instances dirigeantes? Pourquoi il a été porte-parole de Nicolas Sarkozy? Certains étaient bien contents aussi de le trouver à ce moment-là dans les instances dirigeantes. Mais c'est vrai, ça résout pour beaucoup un problème. On va voir justement ce qu'en pense aussi la concurrente d'Éric Zemmour, à savoir Marine Le Pen, puisqu'on va rejoindre en Occitanie Mathieu Desmoulins, qui est aux côtés de la candidate du Rassemblement national. Mathieu. Absolument, Marine Le Pen qui achève aujourd'hui un déplacement de 3 jours en Occitanie, dans la ville de Perpignan, dirigée par un maire Rassemblement National, Louis Alliot. L'occasion pour la candidate du Rassemblement National d'évoquer ses propositions en matière d'immigration. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un déplacement ce matin le long de la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. C'est un point de passage pour une partie d'immigrés, notamment en provenance du Maghreb. Comment est-ce que vous voulez freiner ces flux ? Alors d'abord, je tiens à vous dire que la situation s'aggrave. C'est-à-dire qu'en réalité, en 2021, il y a 13 000 clandestins qui ont été arrêtés, ici seulement. Il y en avait 11 000 en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de pression migratoire supplémentaire. Donc il est évident qu'il faut mettre en place, d'ailleurs c'est le sens de mon référendum sur l'immigration, une politique dissuasive d'immigration, une politique extrêmement ferme de renvoi des clandestins dans leur pays d'origine, de renvoi d'ailleurs également des délinquants qui seraient éventuellement en situation légale dans leur pays d'origine, de suppression de la possibilité de régularisation des clandestins, parce que tout ça, ce sont des appels d'air. Et puis, à arrêter de mettre notre système de protection sociale à la disposition, si vous voulez, de gens qui sont ici contre la volonté des Français et contre la loi française. Donc ça, ce sont des mesures structurelles, de manière conjoncturelle. Dès mon élection, dans l'attente précisément du vote de ce référendum, il faut à tout prix se servir de l'article 25 du Code Schengen pour rétablir des frontières, parce qu'on voit bien que la pression s'aggrave et que nos policiers ne sont pas suffisamment nombreux et nos gendarmes ne sont pas suffisamment nombreux pour empêcher ces flux migratoires. Votre proposition de référendum, vous aviez dit que vous la mettriez en place si vous arrivez à l'Élysée dès les premiers mois de votre élection. Si vous deviez résumer la question précise qui sera posée aux Français, quelle est-elle ? Il n'y a pas une question précise. Est-ce que vous soumettez alors au vote des Français, à approbation des Français ? Comme dans tout référendum, on soumet à l'approbation des Français un projet de loi complet dans lequel il y a des dispositions constitutionnelles, dans lequel il y a des dispositions législatives et qui visent à remodeler l'intégralité du droit des étrangers dans notre pays et les moyens évidemment qui seront les nôtres, qui seront incroyablement facilités pour pouvoir empêcher la venue d'un certain nombre de personnes et renvoyer ceux qui seraient venus quand même. Voilà, donc c'est toute une série de mesures très complètes et surtout ce qu'il y a dans ce référendum, c'est que les dispositions constitutionnelles sur les étrangers auront une valeur supérieure aux textes européens. Ça veut dire qu'on ne pourra plus se voir imposer par des textes européens un laxisme qui aujourd'hui est véritablement toxique pour le pays. Sur la question de l'immigration, on a l'impression parfois qu'Éric Zemmour parle plus fort que vous sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous laisse penser que dans les mois qui viennent, vous allez être plus audible que lui ? Parce que, si vous voulez, encore une fois, c'est vrai que vous avez raison, Éric Zemmour n'apporte aucune plus-value d'ailleurs sur ce sujet, qui est pourtant son sujet principal de campagne. On ne voit pas la plus-value qu'il apporte par rapport à ce que nous disons, nous, depuis des décennies. Mais nous avons fait un travail qui est extrêmement sérieux. C'est-à-dire que ce référendum, il permet clé en main de mettre en place une politique d'immigration immédiatement. Je n'ai pas vu aucun texte émanant d'Éric Zemmour, si ce n'est des déclarations qui se multiplient. Mais vous savez, le plus important, c'est pas de parler fort, c'est de parler juste. Ça sert à rien de parler fort en matière d'immigration. Grâce à nous, je crois, 85% des Français sont convaincus qu'il y a trop d'immigration et qu'il faut reprendre le contrôle, reprendre la main. Donc le constat est acquis. Maintenant, ce sont les solutions que les Français attendent et ces solutions, c'est nous qui les proposons. On vous a suivi pendant 3 jours ce déplacement en Occitanie. Vous étiez à Béziers, puis à Carcassonne et Trèbes, aujourd'hui à Perpignan. Ça a été l'occasion de parler d'autres sujets. On vous a entendu hier sur le tourisme, l'aménagement du territoire. On sent que vous essayez de parler d'autre chose que du sanitaire. C'est une pique lancée à Emmanuel Macron ? Je pense que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est d'effondrer en réalité le débat présidentiel en créant les conditions d'une forme d'hystérie sanitaire, auquel il contribue par des propos qui sont des propos objectivement inadmissibles, de division de la population française, d'une vulgarité, ils sont inattendus dans la bouche d'un président de la République. Or, encore une fois, l'élection est dans 3 mois. Et dans 3 mois va se déterminer
toute la vie quotidienne des Français. L'immigration, la sécurité, le chômage, la situation des TPE-PME, nos apprentis, comment vont-ils trouver des moyens de se former, le handicap, la protection de l'enfance. Donc, je veux dire, on n'a pas le droit de laisser Emmanuel Macron voler en quelque sorte le débat présidentiel par les outrances dont il a fait preuve dernièrement. Il faut à tout prix que les Français n'attendent pas l'élection. J'entends souvent des gens qui me disent j'attends l'élection. N'attendez pas l'élection, faites-la. Mais en avril, au moment de l'élection présidentielle, et en mai, au moment de l'arrivée potentiellement d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente à l'Élysée, la France sera très probablement encore dans cette crise sanitaire. C'est important de savoir comment chacun compte s'attaquer à la pandémie. Bien sûr, mais nous l'avons dit depuis 2 ans, ça fait 2 ans que nous ne parlons que de ça, permettez-moi. Je veux dire, je pense que là, pour le coup, tout a été dit sur les moyens qui seraient mis en œuvre par les uns ou par les autres, ce avec quoi nous sommes d'accord, ce avec quoi nous sommes en désaccord. Évidemment, nous sommes en désaccord avec le pass vaccinal, ça a fait l'objet de très longs débats à l'Assemblée nationale, 3 jours et 3 nuits que nous avons passés pour voter évidemment contre ce pass vaccinal. Donc on ne parle que de ça. Encore une fois, je pense que dans leur vie quotidienne, les Français, ils ont des préoccupations, ils attendent des réponses, et moi, j'entends bien leur apporter des réponses sur l'ensemble des sujets qui sont source de préoccupation pour eux. On a compris le message. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct depuis Perpignan. Merci Mathieu Desmoulins. Nous allons revenir justement sur ces propositions de Marine Le Pen. Alors on l'a vu aussi Julien, là il n'y a pas eu un mot par rapport à la défection de Guillaume Pelletier des LR pour Éric Zemmour. Rappelons-le, vous avez tout à l'heure dressé son CV à Guillaume Pelletier. Il vient du Front National de la jeunesse. Donc ça aurait pu être intéressant, mais on sent que c'est un peu compliqué pour Marine Le Pen encore. Oui, et dans l'entourage de Marine Le Pen, même dans la candidate, on va dire que ce matin ça la faisait plutôt sourire, plutôt rigoler, le fait du ralliement de Guillaume Pelletier à Éric Zemmour. Mais on voit bien la stratégie, c'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je continue ma campagne, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Ouais. En quelque sorte, Marine Le Pen. Ce qui est intéressant avec Guillaume Pelletier, sur la stratégie envisagée par Éric Zemmour, tous les deux sont partisans d'une union des droites. Et ce qui vise, je dirais, c'est l'après-présidentiel. On est au-delà, dans le court et moyen terme. Guillaume Pelletier, on ne sait jamais s'il y a des législatives et s'il y a des candidats estampillés Éric Zemmour, eh bien, Guillaume Pelletier peut apparaître comme un visage, une figure connue. Il en a besoin, Éric Zemmour, parce que pour l'instant, aujourd'hui, pas grand monde de véritablement connu ou engagé en politique depuis très longtemps et qui pourrait afficher cette union des droits. Donc, au candidat aux législatives, pourquoi pas Guillaume Pelletier. Et puis, sur le long terme, le pari, c'est bien de jouer sur l'effondrement à la fois des Républicains et du Rassemblement national pour espérer constituer le grand parti de l'union des droites autour de Guillaume Pelletier, d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Voilà les objectifs. Donc ça, c'est une des pierres dans la stratégie aujourd'hui avancée et que veut et que souhaite Éric Zemmour. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, sur le papier, c'est ce qu'ils sont en train d'écrire. Alors, on va voir ce qu'il en est, justement, avec le porte-parole du parti Reconquête, fondé par Éric Zemmour, Antoine Diers. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, Guillaume Pelletier a annoncé son ralliement à Éric Zemmour. Il sera désormais porte-parole de campagne. Pourquoi est-ce important pour vous ? Je pense que malgré les ricanements de Marine Le Pen, la venue de Guillaume Pelletier auprès d'Éric Zemmour valide complètement la stratégie d'Éric Zemmour. La candidature d'Éric Zemmour, c'est celle qui peut rassembler des électeurs LR, comme moi, je suis adhérent aux Républicains, je souhaite une droite de conviction, je soutiens Éric Zemmour, et également des gens qui ont voté pour le Rassemblement national pendant des années. Chacun sait que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Il n'y a que cette union des droites incarnée par Éric Zemmour qui est en mesure de battre Emmanuel Macron, de rassembler suffisamment la droite pour pouvoir incarner un nouvel avenir pour notre pays. L'avenue de Guillaume Pelletier auprès d'Éric Zemmour, c'est un tournant de campagne. Guillaume Pelletier, il était jusqu'à récemment le numéro 2 du parti Les Républicains. Il avait été nommé par Laurent Wauquiez. Il partage les idées d'Éric Ciotti. Et vous voyez, Guillaume Pelletier, c'est comme moi. C'est un adhérent Les Républicains qui souhaite une droite de conviction, qui ne souhaite pas une droite, celle incarnée par Valérie Pécresse, qui pourrait travailler avec Emmanuel Macron, qui est trop centriste, mais Antoine Diers, une droite qui parle fort durant la campagne et qui finalement fait peu une fois élu. Éric Zemmour, c'est la droite de conviction. Alors, je précise juste que Guillaume Pelletier n'était plus numéro 2 des Républicains. Je vous l'ai dit, jusqu'à il y a quelques temps. En effet. Non, mais c'est important de le préciser, puisque voilà, aujourd'hui... Ça valide précisément ce qu'on dit. Voilà. C'est que les Républicains et la candidate Valérie Pécresse ne veulent pas de la droite de conviction. Alors, vous parlez de droite de conviction, mais quand vous voyez quelqu'un comme Éric Ciotti qui disait qu'il était prêt à voter Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui n'est pas très content et même déçu du choix de Guillaume Pelletier, aujourd'hui on se dit que finalement cette stratégie a rallié pour
l'instant, c'est un député. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un président de région non plus. Et c'est beaucoup de militants et d'électeurs de droite, comme moi. Combien exactement, à votre avis, Guillaume Pelletier peut-il vous ramener d'électeurs, de militants, d'élus? Alors, à mon avis, Guillaume Pelletier, il ouvre le chemin pour les électeurs qui hésitaient à franchir le pas, qui se disaient est-ce que quand même on doit aller vers Éric Zemmour? Eh bien, avec Guillaume Pelletier qui vient vers Éric Zemmour, les électeurs LR savent que la candidature d'Éric Zemmour est une candidature sérieuse, concrète, une candidature de la droite de conviction et qui peut l'emporter. Donc, avec Guillaume Pelletier, ce sont de nombreux élus et adhérents Les Républicains qui nous rejoindront, j'en suis sûr. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu aussi reconstitution de Ligue dissoute, hein, quand on voit Charles Millon, Patrick Buisson, Philippe de Villiers autour d'Éric Zemmour, on se dit la nouveauté, c'est pas forcément là, quoi. Alors, on est aussi un mouvement hyper jeune, plein de jeunes de génération Z. Les enquêtes d'opinion le montrent. On est au niveau des personnalités, notre candidat est celui le plus soutenu par les jeunes. Et alors, toutes ces personnalités, elles ont un point commun. C'est la cohérence des convictions. Patrick Buisson, Guillaume Pelletier ont soutenu Nicolas Sarkozy quand il faisait une campagne à droite, une campagne de conviction, une campagne courageuse. Philippe de Villiers, c'est celui qui a toujours incarné des convictions souverainistes, courageuses, etc. Donc le point commun de tous ces hommes, effectivement, c'est le courage des convictions, c'est cette droite qui parle clair et qui agit aussi clairement, à la différence de la droite de Valérie Pécresse, qui fait croire qu'elle est de droite pendant les élections et qui s'apprête à rallier Macron ou à avoir une politique complètement centriste, voire de gauche une fois élue. Carrément de gauche, c'est-à-dire que pour l'instant, elle ne donne aucun signe de ça, en fait, Valérie Pécresse. Hein. Mais Valérie Pécresse, souvenez-vous, alors on l'a rappelé récemment, elle signait il y a quelques années une tribune dans Le Monde, je crois, avec Rokhaya Diallo, où elle appelait à une société métissée de mélange. Waouh, en fait, non, Valérie Pécresse, elle n'incarne pas la droite. Elle ne peut pas l'incarner. Valérie Pécresse, c'est cette droite des compromissions, cette droite qui, fondamentalement, intérieurement, est au mieux centriste, et moi je pense même de gauche, et qui, pour se faire élire, prend les habits d'une droite de conviction. Mais la droite de conviction, c'est Éric Zemmour, c'est pas Valérie Pécresse. Oui, mais les adhérents LR que vous voulez séduire, eux, ils ont voté Valérie Pécresse. Il y en a 40% qui ont voté pour Éric Ciotti. Alors, moi, je vous dis... Elle a gagné tout de même la primaire. Mais, non, vous voyez, vous faites une erreur. Elle n'a pas gagné de primaire. Ils n'ont pas osé faire une primaire. Ils ont fait un petit congrès à un peu plus de 100 000 votants. S'il y avait eu une primaire, je vous le dis, j'en suis persuadé, c'est Éric Zemmour qui aurait gagné cette primaire. Parce qu'Éric Zemmour, il rencontre un succès formidable. Tout le peuple de droite se dit enfin quelqu'un qui parle clair. Éric Zemmour, il n'a pas de carrière à préparer, il n'a pas de siège de député à défendre. Donc, il peut se permettre de parler clair, et une fois élu, il pourra se permettre de tenir ses engagements. C'est toute la différence avec les autres. La différence avec Marine Le Pen, qui essaye de faire survivre une boutique, la différence avec Valérie Pécresse, qui essaye de sauver les sièges de députés de certains autour d'elle. Éric Zemmour, lui, il veut sauver la France. Une dernière question. Je suis persuadé que le peuple de droite le sait. Antoine Dias, une dernière question. Aujourd'hui, Guillaume Pelletier donc, est député du Loir-et-Cher, donc il va siéger à l'Assemblée nationale pour encore les quelques séances. Ça veut dire qu'au sein de l'Assemblée, il sera le porte-parole, en fait, d'Éric Zemmour ? Je crois que oui, ça va se traduire comme ça. Il sera déjà porte-parole de campagne, il sera à l'Assemblée. Je pense que il n'y a plus beaucoup de temps pour siéger à l'Assemblée avant la fin de cette session, mais c'est une prise significative. C'est un parlementaire, c'est un député aujourd'hui qui rejoint Éric Zemmour. Merci beaucoup Antoine Diers. Merci à vous. Allez, LCI Midi, on revient dans un instant, on va parler justement du régalien. Est-il véritablement l'angle faible d'Emmanuel Macron avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse en pointe? On en revient dans quelques secondes sur LCI. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. À l'affiche cette semaine, des comédies au cinéma comme s'il en neigeait, un grand couturier nous fait son cinéma en version mode, et des clichés sur l'Amérique comme vous ne l'avez jamais vu. C'est une tradition, l'année débute avec un grand éclat de rire à l'Alpe d'Huez.
La célèbre station de ski accueille la 25e édition d'un festival tout sauf sérieux. Rendez-vous incontournable des comédies qui déferleront ensuite dans les salles de cinéma le reste de l'année. On pourra y croiser entre autres Thierry Lhermitte, Audrey Lamy ou encore Franck Dubosc, avec une particularité, les projections sont gratuites et ouvertes à tous. Jean-Paul Gaultier n'a jamais caché son admiration pour le 7e art. Du film d'après-guerre Falbala, qui lui donne le goût de la mode, à ses audacieuses créations de costumes pour les longs métrages de Pedro Almodovar, Luc Besson ou Peter Greenaway, l'enfant terrible de la mode expose à la Cinémathèque son histoire du cinéma. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est mon cinéma à moi, en effet, comme ma mode à moi aussi que je monte. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est très divers et c'est très éclectique. Elle photographiait les invisibles, les ouvriers, les laissés pour compte du rêve américain. Le musée du Luxembourg expose pour la première fois au public les multiples facettes de l'œuvre de Viviane Mayer. Cette sélection, de ses autoportraits à ses films, permet d'appréhender la richesse et la complexité de l'expression visuelle de cet autodidacte au confluent de la photographie humaniste française et de la photographie de rue américaine. Un regard singulier et des compositions qui l'ont hissé au rang des plus grands photographes du XXe siècle. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait! Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. En ce moment, Citroën C3 est à partir de 169 € par mois. Sans apport, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Portes ouvertes du 14 au 17 janvier. Là, mon client, il est chez nous, mais depuis toujours, chez Carglass. On vient aussi chez vous. Et ça, c'est super pratique avec le télétravail. Si vous aussi, vous travaillez à la maison, on vient pendant ce temps-là. Et si vous êtes au bureau, on vient aussi. Les frais de déplacement, c'est 0 €. Alors, un impact, une fissure, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil. C'est une innovation Karcher. Et un conseil, pour être certain d'arriver directement chez nous, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Cette année, Inès a décrété qu'elle voulait se mettre au skate, à la guitare et à l'escalade. Et si aujourd'hui vous décidiez qu'elle pouvait tout faire? Avec Le Bon Coin, c'est simple. Vous créez une alerte, vous trouvez le skate parfait, vous le payez en toute sécurité et vous le faites livrer. Avec un petit merci du vendeur en cadeau. Et vous aujourd'hui, vous achetez quoi sur Le Bon Coin? Téléchargez l'appli. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je fais le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus. Prenez de la hauteur. Nouvelle Peugeot 308 hybride. Des sensations uniques. Pour me tourner autant toi. On sait qu'il peut se passer des choses du jour au lendemain sans qu'on s'y attende, mais on se dit je suis chez la Massif, s'il m'arrive quelque chose, je sais où appeler, je sais que je vais être prise en charge, je sais qu'on va m'écouter. Il y a un concept derrière de mutualité, de solidarité qui me plaît beaucoup, et c'est aussi pour ça que je suis à la Massif et pas dans une autre société d'assurance lambda. La Massif, c'est vous. Vendez
vendezvotrevoitures.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Il y a un temps pour plaire à tout le monde. Et celui-ci est révolu. Votre style, il est unique et pourtant il évolue tous les jours. Il ne rentre dans aucune case. Et ça tombe bien. Nouveau Taygo, le SUV coupé de Volkswagen. N'en faites qu'à votre style. Découvrez-le pendant les portes ouvertes à partir de 179 € par mois. Volkswagen. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais. Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Et profitez dès maintenant des frais d'installation offerts. Deliveroo présente les plats que vous aimez. Frais et gourmands, grillés à point. Pour remplir votre frigo. À partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. Avec Deliveroo, faites-vous aussi livrer vos courses. On se fait un Deliveroo. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Bienvenue sur LCI Midi. Alors vous n'avez rien suivi de la campagne, c'est pas grave, on vous explique tout, notamment avec Julia Arnaud et Marion Pariset. Nous allons revenir sur les grands faits de ce dimanche matin. Il y a eu des choses, notamment Guillaume Pelletier, peut-être ça vous dit quelque chose, ancien vice-président DLR, qui rallie désormais Éric Zemmour, qui va devenir son porte-parole, et Marine Le Pen, qui est actuellement en déplacement dans le sud de la France, notamment ce matin. Elle était à la frontière avec l'Espagne, au Pertu, pour parler immigration. On écoute la candidate du Rassemblement national. On va l'écouter. En matière d'immigration clandestine, ça fait 40 ans qu'on dit aux Français que rien n'est possible. Et en fait, on justifie de ne rien faire en disant que rien n'est possible. Eh bien, moi, je viens leur dire c'est possible. Et j'explique même aux Français précisément comment c'est possible, puisque j'ai rédigé un projet de loi très précis, très sérieux, très rigoureux, que je leur soumettrai par référendum et qui rendra précisément possible la maîtrise de l'immigration clandestine. Voilà, Marion Pariset, on voit donc la candidate du Rassemblement national qui est dans le sud, parler d'immigration, elle est sur ses thèmes, sur ses terres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien des candidats qui veulent essayer de contourner le côté Covid d'Emmanuel Macron pour essayer d'aller sur des thèmes un peu plus piquants. Oui, tout à fait. D'une part, parce que avec le Covid, on a une grosse difficulté pour l'ensemble des candidats, qui est que Emmanuel Macron est malheureusement le seul à avoir la main sur la situation, à pouvoir faire et à pouvoir agir. Finalement, quand il décrète qu'il n'y aura pas de couvre-feu, enfin, quand Jean Castex annonce qu'il n'y aura pas de couvre-feu le 31 décembre, il sauve l'ensemble des réveillons de tous les Français à quelques jours de l'échéance. Il peut avoir comme ça un peu une baguette magique sur laquelle il joue à tout bout de champ. Et ce qui est compliqué du coup pour les autres candidats, ceux qui sont déclarés en tout cas, oui, c'est que justement eux n'ont pas la main et ils ne peuvent que soit se positionner en alignement sur la politique vaccinale ou en opposition et être rangés dans le camp des anti-vax. Donc la difficulté pour eux est de sortir de ce schéma-là pour pouvoir avancer leurs propres lignes, les lignes qui parlent à leurs électorats, et essayer d'élever le niveau et d'amener le gouvernement à se positionner sur ces autres gros sujets qui sont des sujets de préoccupation des Français. Il ne faut pas l'oublier, les questions de sécurité, les questions de pouvoir d'achat sont fondamentalement des vrais problèmes. Mais aujourd'hui, les Français sont dans un immédiat qui est réglé par la crise sanitaire. Il faut
dire qu'avant les présidentielles, il y aura ce besoin de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans ces thématiques qui sont d'autres thématiques, qui sont des thématiques centrales et plus structurelles que la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Gilles Arnaud va parler de Valérie Pécresse dans un instant, mais là, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a fait du Le Pen, en fait, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'est rassurée en ce début d'année pour ça. Oui, et Marine Le Pen, elle sent bien qu'elle a peut-être une opportunité, là, de réenclencher, d'imaginer qu'elle puisse être au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Quand on le voit dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'elle est aujourd'hui au coude à coude avec Valérie Pécresse, une fois devant, une fois un tout petit peu derrière, etc. Donc elle se dit, pourquoi pas, qu'elle mène sa campagne. Elle y va, elle est sur le terrain, sur l'immigration. Elle a dû repousser le grand meeting d'entrée en campagne, je dirais, de ce début d'année, du 15 janvier au 5 février, raison sanitaire. Donc elle veut aussi afficher un côté, je suis une candidate responsable aussi. Voilà, elle joue aussi cette partition-là, Marine Le Pen, et en même temps, elle va déployer, elle va faire des opérations sur les marchés, un bus va sillonner les routes de France avec à son effigie, avec sa photo, etc. Donc elle trouve des solutions aussi pour faire campagne. Mais effectivement, la sécurité, qui était un thème, d'identification au Rassemblement national et à la droite de gouvernement en général, et ben aujourd'hui il faut le partager avec Éric Zemmour et avec Emmanuel Macron qui lui sera en déplacement demain à Nice. Il va jouer cette carte de la sécurité. Valérie Pécresse veut sortir le Karcher de la cave. On va voir si ça va imprimer ou s'il y a quelque chose qui va se passer. C'est à qui tout double aussi pour la candidate LR. Et puis Marine Le Pen qui continue sur cette thématique-là. Donc attention à l'embouteillage sur le régalien et au risque de la surenchère. Alors justement, vous l'avez dit, Valérie Pécresse, c'est cette semaine, hein, elle s'est particulièrement expliquée sur l'insécurité, où elle a fait presque référence, en fait, presque un clin d'œil et presque une déclaration d'amour à un ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu, ça vous dit peut-être quelque chose, président de la République. On écoute Valérie Pécresse. Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Voilà. Marion Parisi, alors là c'est un strike pour Valérie Pécresse, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire à la fois elle parle d'insécurité et elle fait référence aussi à Nicolas Sarkozy qui est toujours cher au cœur des électeurs de droite. C'était une déclaration prévue pour ça en fait. Là. Oui, tout à fait, et surtout parce que ça s'aligne vraiment avec ses positions qu'elle tient à la région Île-de-France également. C'est une question qui est centrale dans beaucoup dans la région Île-de-France en particulier, et elle se positionne là en différenciant particulièrement sa ligne par rapport au gouvernement qui a, pendant longtemps, on a entendu Éric Dupond-Moretti parler de sentiment d'insécurité qui ne serait pas une réalité. Non, il y a une réalité de l'insécurité, une augmentation des violences faites à la personne. Il y a un problème non pas uniquement d'insécurité, mais d'impunité qui est également pointé du doigt. Et c'est sur ces deux points-là qu'elle veut se différencier du gouvernement actuel. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi, on se souvient des élections régionales, la droite ne parlait que de sécurité alors que ce n'était pas la compétence des régions d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle ne parle que de sécurité et pas d'autres sujets aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence économiquement ou ailleurs entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse? Non, il y a beaucoup de différences sur les autres plans. Aujourd'hui, on est sur un tempo qui est aussi le tempo de l'actualité. Si on prend les débats qui ont eu lieu pendant le Congrès, beaucoup d'autres thématiques ont été abordées. On a abordé les questions d'identité, on a abordé les questions internationales, on a abordé un certain nombre de questions aussi liées au pouvoir d'achat. On parlait tout à l'heure, on parlait de Jean-Luc Mélenchon a mentionné lors de son grand jury, il y a eu la question sur les familles et les familles monoparentales, la question des prestations et le mot m'échappe. Les prestations qui sont payées par le conjoint lorsqu'il y a séparation et qui sont imposées, et le nombre de femmes qui reçoivent ces aides et qui sont imposées sur ces aides qui aident à l'éducation et au développement des enfants, alors qu'on pourrait comprendre que dans un couple, il y a normalement pas d'imposition lorsqu'on prend soin de ses enfants. Il n'y a pas de logique à imposer ça. Valérie Pécresse se positionnait sur ces sujets-là depuis longtemps, mais aujourd'hui, le tempo politique et l'actualité fait qu'on se focalise sur la sécurité et c'est une préoccupation des Français. On se focalise seulement ou alors ça la rassure aussi, comme tout à l'heure avec Marine Le Pen, l'immigration? Un peu des deux, mon capitaine, j'allais dire, pour Valérie Pécresse. Et puis elle doit lire aussi, Valérie Pécresse, les sondages. La dernière enquête BVA pour RTL était intéressante la semaine dernière sur notamment les thématiques, les sujets qui comptent le plus dans le choix des électeurs. Et quand on voit par exemple un focus sur les électeurs de Valérie Pécresse, on se rend compte que la sécurité est le thème numéro 1
qui arrive en tête devant la situation économique et la santé. C'est, j'allais dire, la seule candidate où la sécurité arrive en tête. Si on regarde les candidats, les potentiels candidats électeurs d'Éric Zemmour, c'est l'immigration en 1, et pour Marine Le Pen, c'est le pouvoir d'achat. Mais la sécurité, c'est du côté de Valérie Pécresse. Donc effectivement, elle va aller sur cette thématique-là. Pendant le congrès, on avait vu que c'était remettre aussi de l'ordre dans la rue et dans les finances publiques. C'était ces deux thématiques chères, donc elle y va à fond. Et puis c'est assez malin, j'allais dire, pour Valérie Pécresse de faire référence finalement à Nicolas Sarkozy. Parce que vous voyez, elle parle de Nicolas Sarkozy, l'épisode du Karcher, qui pour beaucoup a été aussi synonyme d'échec, mais elle dit pas que c'est un échec puisqu'il a été mis à la cave. Du coup, c'est l'échec d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Donc moi, je reviens sur cette thématique-là. Puis je fais un clin d'œil aussi aux électeurs, car comme vous le disiez, il y a un cœur dur de militants, d'électeurs, qui sont toujours, je veux dire, fans de Nicolas Sarkozy. Donc c'est aussi un clin d'œil. Et puis quand on sait qu'on a Brice Hortefeux, Pierre Charon et Frédéric Pechnard dans sa campagne, qui sont des sarkozystes de la première heure, pas étonnant aussi qu'on ait cette phrase qui sorte chez Valérie Pécresse. Alors en effet, ça s'agite à droite. Et alors donc aujourd'hui, on parle déjà des programmes à droite, alors qu'à gauche, eh bien, il y a encore des histoires de femmes et d'hommes pour savoir qui incarnait. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du grand jury LCI RTL. Alors forcément, le candidat insoumis, qui est en tête des candidats de gauche, est revenu sur cette primaire populaire qui devrait peut-être désigner un candidat unique. Mais de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'en veut pas. Et voilà même comment il en parle. Écoutez bien ces mots, Jean-Luc Mélenchon. Moins de 95 jours avant une élection présidentielle, le temps est passé de faire des congrès. Il faut avoir à proposer au pays si on veut raisonnablement gagner et ne pas croire que la France serait une sorte de cour de récréation où on est entre copains. La France, elle tâtonne, elle ne sait pas de quel côté se tourner, du côté de quelle solution. Sur certains sujets, elle est très à droite. Sur d'autres, elle est très à gauche. Elle n'est pas à droite, la France, aujourd'hui? Non, elle n'est ni à droite ni à gauche, elle se cherche. Voilà, alors donc c'était Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, Marion Béraud, on voit de toute façon un candidat insoumis qui a toujours dit que lui, il irait de toute façon à la bataille seul de l'Élysée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'ambiance à gauche, c'est acté désormais, voilà, chacun ira de son côté. Aujourd'hui, on a Yannick Jadot qui ne veut pas du tout rentrer dans le principe d'une primaire. On a Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas rentrer dans le principe d'une primaire. Les deux poids lourds actuellement, si c'est pour se retrouver peut-être avec une primaire qui concernerait uniquement Christiane Taubira et Anne Hidalgo, c'est vrai que ça serait un peu ridicule et ça entraîne aussi le risque de continuer d'enterrer finalement ce qu'il reste aujourd'hui du Parti socialiste, puisque aujourd'hui la candidate Anne Hidalgo a été choisie par le Parti socialiste. Ce serait se dédire que de revenir sur ce principe, surtout s'il n'embarque pas derrière les autres candidats. Si court échéance avant la présidentielle, en effet, on risque d'avoir plus une dispersion des voix et des candidats qu'une union de la gauche. Oui, mais vous dites, Marion, en effet, c'est vrai qu'Anne Hidalgo a été choisie par le Parti socialiste, mais c'est elle-même quand même qui a promu cette primaire populaire. Et voilà ce qu'elle disait hier, justement, pour son choix de ne pas aller à la primaire qu'elle a elle-même mis en place. On va écouter. Cette proposition, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'un accord, en tous les cas d'une reprise de volée pour avancer ensemble. J'ai entendu les propos notamment de Yannick Jadot, je l'ai dit. Une primaire n'a de sens que si elle sert à avoir un candidat commun, un candidat unique, pas à ajouter des candidatures. Et donc, évidemment que dans cette primaire, si les Verts autour de Yannick Jadot ne sont pas présents, ça ne s'appelle plus une primaire. En tous les cas, ce n'est pas cette primaire qui permettrait d'avoir ce candidat unique. C'était Anne Hidalgo hier, donc à Jarnac, mais c'est vrai, quand on entend ça, Julien Arnaud, ça devient un psychodrame pour certains. Jean-Luc Mélenchon, lui, le vit très bien, apparemment, oui, comme Yannick Jadot. Mais alors, Anne Hidalgo, c'est la confusion la plus complète. Confusion, on a la candidature de Taubira qui dit oui ce matin à la primaire, candidate à la primaire populaire. Alors, on verra ce que ça donne. Effectivement, c'est difficile. Au moins, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot sont fidèles à leur ligne. Jean-Luc Mélenchon le rappelle, il y a eu au sein de son parti, il a été choisi, il y a eu l'Avenir en commun, il y a un programme, il a une assemblée de citoyens où il discute. Voilà. Yannick Jadot a été un des premiers en tout cas à proposer une alliance à la gauche. Il voulait créer l'union, il y a eu des rendez-vous, on se rappelle, les caméras étaient là, la prise de photos.
Puis ça fait pchit, personne n'a voulu dire oh, Yannick Jadot, ok, il a fait la primaire, il a remporté la primaire au niveau des écologistes. Donc oui, aujourd'hui, si on suit son cheminement, il a raison. Il dit mais non, attendez, je vais pas remettre une pièce dans la machine, je vais pas refaire le match. Moi, j'y suis, je fais campagne. Donc ça, au moins, ils sont fidèles sur leur ligne. Anne Hidalgo, là, en fait. Ce qu'elle avait proposé quand elle dit je veux la primaire populaire, c'est de dire il faut une candidature commune et au moins on se mettra d'accord. Moi je vais pouvoir sortir peut-être de ma campagne, je suis en dessous des 5%, je m'inclinerai devant le résultat de ces citoyens. Là aujourd'hui ce qu'elle fait, elle met la responsabilité sur la gauche, sur les écologistes, en disant il n'y a pas cette primaire, moi je l'avais proposée, maintenant Yannick Jadot tu veux pas y aller, en gros ça sera de ta faute s'il n'y a pas d'union de la gauche et si la gauche perd à la présidentielle. Donc j'allais dire que stratégiquement c'est plutôt malin, mais enfin on n'est pas dupe non plus et on arrive à décrypter en gros le sous-texte de la part de la maire de Paris. En tout cas oui, aujourd'hui c'est une énorme confusion. Qui plus est, avec Christiane Taubira qui rajoute sa parole. Voilà, à propos de Christiane Taubira, précisons, cette primaire populaire, c'est une initiative citoyenne pour essayer de dégager un candidat unique à gauche. Alors, pas forcément. 300 000 signatures. Voilà, et eux-mêmes ne le veulent pas forcément, puisque Jean-Luc Mélenchon est dans cette primaire populaire, alors que lui-même a déclaré ne pas être candidat. Mais on va l'écouter. Pour Christiane Taubira, c'est justement la planche d'appel pour sa candidature à la présidentielle. Christiane Taubira était ce matin justement en déplacement en Seine-Saint-Denis, où elle a presque fait une déclaration de candidature. En décembre, j'ai indiqué pour une éventuelle confirmation de ma candidature une échéance à la mi-janvier. Nous y sommes presque. C'est dans une petite poignée de jours. D'ores et déjà, je proclame que j'accepte les règles de la primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la primaire populaire. Alors, Marion Parizet, donc ça voudrait dire que Christiane Taubira va se présenter éventuellement. Alors, pour l'instant, ça serait la seule candidate officielle, en fait. Oui, c'est là où on a quelque chose qui est quand même très, très ironique dans tout ce système-là. Anne Hidalgo, en lançant cette idée de primaire populaire, elle a voulu aussi sauver sa candidature et échapper potentiellement à l'humiliation qu'elle va avoir si elle continue et qu'elle tombe en dessous des 5%. Au-delà de ne pas avoir le remboursement de ses frais de campagne, il y a aussi la question de tout l'avenir de son mandat à Paris. En tant que maire. Et des législatives. Parce qu'aujourd'hui, à la mairie de Paris, il faut rappeler que son groupe n'est pas majoritaire, le groupe de la gauche n'est pas majoritaire. Elle réussit à mener Paris en alliance avec les Verts. Mais tomber en moins de 5% à l'élection présidentielle avec un Yannick Jadot à 8% présage quand même très mal des 4 années qui resteraient de son mandat à Paris. Donc c'était un peu une planche de secours pour elle. Aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment dans l'embarras parce qu'il n'y a pas de sortie positive, que les premiers sondages qui inscrivent Taubira en compétition avec Anne Hidalgo et les autres, donnent Taubira à 3%. Oui. Donc on n'est pas non plus aujourd'hui dans un mouvement qui a été très clair. Pourtant, sur les réseaux sociaux ou autres, on a l'impression de voir en effet qu'il y a une certaine adhésion à gauche à Christiane Taubira, mais ça ne se transcrit pas dans un sondage. C'est ça, Julien Henao, très rapidement, cette candidature de Christiane Taubira, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut donner en dehors d'une sorte de fantasme gauche, quoi? Oui, dans les dernières enquêtes, je regardais, c'est Anne Hidalgo à 3,5 et on a 2 et quelques. Par exemple, Christiane Taubira, si toutes les deux sont candidates, sans Anne Hidalgo, sans Arnaud Montebourg, Christiane Taubira fait autour de 5%. Donc elle additionne même pas les voix des retraits des autres candidats de gauche. Donc ça paraît totalement compliqué. Là, on s'approche effectivement de la date et de l'annonce que pourrait faire et pourrait réserver. On va voir ce que fera Christiane Taubira, ce que fera Anne Hidalgo. Mais en tout cas, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, ça me semble véritablement très très compliqué. Tout ça. Rappelons juste les dates de cette primaire populaire. Ça serait donc le dernier week-end de janvier, c'est ça, 27 et 30 janvier. Alors c'est une campagne, vous l'avez dit tout à l'heure Marion, qui est complètement impactée par le Covid. Très difficile de faire émerger d'autres thèmes. C'est pour ça qu'on voit des candidats qui essayent de faire sortir leur thème de prédilection. Alors hier, il y avait justement pas mal de manifestants tout de même à Paris. Ils étaient, dans toute la France, pardon, ils étaient 105 200 manifestants à défiler contre les mesures sanitaires du gouvernement, 18 000 à Paris. On a assisté donc à une mobilisation, une sorte de revitalisation de cette mobilisation suite peut-être aux propos du président de la République et surtout par rapport au futur pass vaccinal. Certains accusent Emmanuel Macron de politiser désormais le Covid. On va en parler avec un élu de la République En Marche de l'Hérault, un député, Patrick Vignal. Bonjour à vous. Oui. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour.
Bonjour. Quand on dit Emmanuel Macron aujourd'hui, eh bien, politise le Covid. En gros, c'est j'ai géré le Covid, ça va me servir politiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le problème devant une crise sanitaire mondiale qui nous affaiblit tous et qui clive la France, je ne suis pas certain que le président de la République a envie de se servir du Covid. Par contre, les oppositions, et il est vrai, qui n'ont pas de marge politique en ce moment, puisqu'on dort, on vit et on mange Covid, se retrouvent dans une situation complexe. Mais vous savez, je vais faire un vœu pour le Nouvel An. J'espère que Omicron nous permettra d'avoir une immunité collective et qu'à partir de février, on pourra parler des vrais problèmes des Français, du chômage, de l'insécurité, de la place des jeunes. C'est cela qui serait intéressant. Donc, c'est vrai qu'on a, je trouve, des oppositions un peu pâles qui mettent tout sur la gestion du Covid. Ah bah alors justement, alors ces oppositions, elles essayent de faire sortir d'autres thèmes, mais ça ne fonctionne pas. Et le président de la République, lui, ne parle presque que du Covid. Donc ça devient un peu compliqué. Plus personne ne s'entend, en fait. Et vous savez, oui, c'est tout à fait ça. Vous savez, de quoi vous parlez tous sur les plateaux? De quoi on a parlé pendant le réveillon de Noël? Enfin, encore ce matin, je me suis disputé avec des gens sur Facebook, sur Omicron, sur les soignants mentent. Il n'y a pas des anti-vax qui sont hospitalisés. Nous sommes au beurre du burn-out parce qu'il faut s'en sortir, cette crise. Et je ne vois pas le président aujourd'hui nous expliquer « je suis en campagne, je ne m'occupe pas de la crise ». Enfin, franchement, vous savez, je me rends compte quand même que la classe politique a besoin de se réinventer. J'ai écouté longuement Jean-Luc Mélenchon, qui est un bon tribun, mais vous voyez bien qu'il ne s'entend pas du tout, ni avec les écolos, ni avec le PS. Vous voyez bien que Christiane Taubira, qui nous a fait perdre le second tour avec Jospin en 2002, nous explique avec son ego surdimensionné qu'elle va sauver la France. Vous voyez bien qu'on est dans un marasme où comment voulez-vous que les Français aient envie de retrouver le chemin des urnes quand on voit ces postures? On a une difficulté en ce moment, la France est compliquée, on a des variants, on gère à la semaine parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on a besoin de militer et de dire aux Français que la période est compliquée, on n'a pas les bonnes solutions, on essaie de trouver les moins mauvaises solutions pour sortir de ce marasme qui nous tire vers le bas au niveau national et au niveau mondial. Patrick Vignal, j'ai bien entendu, mais en même temps, si Emmanuel Macron est candidat, on ne sait jamais, c'est peut-être possible, voilà, à sa réélection, ça ne va pas être difficile justement, si nous sommes toujours en pleine crise sanitaire, de parler à la fois du sanitaire et de ses propositions pour les 5 prochaines années? Mais oui, c'est compliqué pour la démocratie. Vous vous rendez compte qu'on ne peut plus faire de meeting, qu'on ne peut plus serrer des mains, qu'on ne peut plus embrasser des gens. La politique, c'est de l'humain, c'est de l'empathie, c'est de la rencontre. Et c'est vrai que j'espère et je le souhaite qu'on pourra retrouver ces vrais chemins de démocratie. Parce que qu'on veuille ou pas, la démocratie, elle se fait peut-être une partie sur les réseaux sociaux, une partie sur vos plateaux. Et si ça continue, on aura besoin de vous d'ailleurs pour faire des débats apaisés qui vont nous amener vers un projet de société. Vous savez, je rentre de Marseille pendant 3 jours. Je travaille sur une proposition de loi sur la médiation sociale. Oui. Je me suis rendu compte que je n'ai pas pu rencontrer les acteurs au bas des immeubles. Et je le déplore, ça. Il faut qu'on le retrouve. Bien sûr. Alors justement, Julien Arnaud, quand on entend ce député, mais quand on entend surtout Emmanuel Macron, cette semaine, on a beaucoup parlé du verbe emmerder. Est-ce qu'il y a un peu de part politique tout de même derrière? Finalement, on disait non, mais le Covid, on ne pourra jamais l'instrumentaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ne fait pas campagne, mais il parle du Covid, donc il parle à tout le monde? Oui, il parle à tout le monde, mais on va vite arrêter. Emmanuel Macron, il n'est pas sur le terrain de la morale ou de la philosophie. On a une stratégie aussi qui est clairement électorale. Beaucoup disaient dès le départ, je me rappelle, Emmanuel Macron, loin de la politique, c'est pas un politicien. C'est un politicien, c'est-à-dire au sens où il fait de la politique. Il sait très bien ce qu'est le paysage politique. Il sait très bien ce que sont les rapports de force. Et aujourd'hui, son pari, parce que ça peut s'apparenter à un pari politique en disant cette phrase, même si je pense qu'il y a le côté « et si je disais tout haut ce que les Français pensent tout bas », c'est vrai que lors des dîners où vous en parlez aujourd'hui, on vous dit « bah oui, les non-vaccinés, on en a ras-le-bol ». Donc il est sur cette temporalité-là, il a fait une croix sur ces 5 millions de voix des non-vaccinés, et plus précisément, là où je pense que moi il y a une erreur, c'est d'avoir parlé des non-vaccinés et non pas plutôt des anti-vax, c'est d'avoir cerné plutôt un autre groupe que l'ensemble des non-vaccinés. Mais bref, il y a une stratégie électorale, c'est de dire aux électeurs de Valérie Pécresse,
et à Valérie Pécresse, prenez position. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça veut dire que vous n'êtes pas du côté des Français qui se sont fait vacciner, vous êtes du côté des anti-vax. Donc il dit aux électeurs, venez avec moi, moi j'assure la sécurité des Français. Et du côté, et d'hystériser et de crisper du côté des extrêmes en disant, regardez, il faut aller avec moi. D'un côté, on a les anti-vax et de l'autre côté, ceux qui prônent la vaccination. C'est bien entendu. Merci beaucoup. En tout cas, Julien Arnaud, merci Marion Pariset et Patrick Vignol. Dans un instant, Rachel Kahn face à Raphaël Enthoven pour le face-à-face de la semaine. On revient dans quelques minutes sur LCI. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Sublimez l'instant. Nouveau Lexus NX hybride ou hybride rechargeable. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais? Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Et profitez dès maintenant des frais d'installation offerts. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé, hébergement, forfait, matériel de ski, travel ski, tout ce qui compte. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait! Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Vous entendez ce petit bruit? Ce petit bruit avec lequel on vit depuis des années. Celui qui vous empêche de dormir. Ce petit bruit énervant. C'est hyper énervant. C'est énervant, ouais. Mais voilà, un jour, ce petit bruit finira par laisser place à un grand silence. On devrait toujours écouter les petits bruits avant que les grands problèmes ne se fassent entendre. AXA, faire de la prévention un engagement de chaque jour. En ce moment, Citroën C3 You est à partir de 169 € par mois. Sans apport, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Portes ouvertes du 14 au 17 janvier. Cette année, Inès a décrété qu'elle voulait se mettre au skate, à la guitare et à l'escalade. Et si aujourd'hui vous décidiez qu'elle pouvait tout faire? Avec Le Bon Coin, c'est simple. Vous créez une alerte, vous trouvez le skate parfait, vous le réservez et vous le récupérez à côté de chez vous. Avec un petit merci du vendeur en cadeau. Et vous aujourd'hui, vous achetez quoi sur Le Bon Coin? Achetez maintenant. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules électriques et hybrides. 1307 articles sur les recharges et l'autonomie. 110 503 discussions sur le meilleur choix à faire. Quand tout à coup, une étincelle. Passer à l'électrique avec Peugeot, c'est faire jusqu'à 1 600 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Portes ouvertes du 13 au 17 janvier.
Chez Léo Care, tant qu'il y a un pouce, il y a d'espoir. Déclarez et suivez votre sinistre auto sur notre application. Habitation, auto, moto, souscrivez sur leocare.fr. Léo Care, vos assurances à portée de pouce. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Et si on vous disait qu'une gélule pouvait vous aider à favoriser votre perte de poids, réduire votre appétit, favoriser la combustion de vos graisses? Et si on vous disait que cette gélule possède au total 12 actions et que nous l'avons créée pour vous? Pour découvrir ces 12 actions, rendez-vous en pharmacie ou sur anaca3.com. Et découvrez la gamme Anaca 3 Plus sur anaca3.com. Altaïa présente la Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique d'une qualité exceptionnelle. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Et en plus, elle dégageait un charme énorme. Collectionnez les surprenantes micro-voitures d'antan. Le numéro 1, 2,99 € chez votre marchand de journaux. Altaïa. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec American Express. American Express, aux côtés de chacun de nos entrepreneurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, c'est l'heure du face-à-face, comme tous les dimanches. Ils ont leur petite habitude finalement de se retrouver comme ça juste après déjeuner avec Rachel Kahn. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes essayiste et le philosophe Raphaël Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons entamer cette discussion avec cette mobilisation des anti-vaccins. On pensait qu'ils étaient un peu moins portés sur le pavé. Finalement, ils y sont allés, ils y sont retournés hier dans la rue. Ils étaient 105 200 manifestants dans toute la France, 18 000 à Paris, mobilisés par les propos du président de la République à leur égard, mais également par la mise en place du futur pass vaccinal. Pour vous donner une échelle de chiffres, en décembre, il n'était que 20 000 à battre le pavé. Rachel, on se souvient, au mois d'août, on avait assisté à une mobilisation qui était encore plus forte. Il y avait 200 000 cette fois-ci. C'est-à-dire que là, on est de nouveau reparti, à votre avis? Non, moi, je suis surprise plutôt du chiffre à l'inverse. C'est-à-dire que 18 000 à Paris... déjà, c'est moins qu'en décembre. Et oui. Je pensais justement que la petite phrase, le petit mot du président de la République allait plutôt réveiller les foules. Alors, ils sont, à mon avis, peu nombreux, mais la haine est toujours là. Enfin, il y a eu des propos tenus, j'ai échangé hier avec Paul Larouturou sur les mots de collabo, cette histoire de dictature qui est encore très... Apartheid aussi. Apartheid. Très présent. Moi, je suis extrêmement choquée par ces mots-là. Enfin, en tout cas, pourquoi ces mots, à votre avis, ont ressurgi avec ça? Pourquoi ils ont ressurgi d'un coup, ces mots? Je pense qu'en fait, là, c'est le rapport au réel. Et puis, ce qui est très déroutant, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont contre quelque chose, mais qui n'est ni le vaccin, au fond, ni le virus, mais qui est plutôt une volonté d'être contre un système. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment très déroutant parce que, en fait, on n'arrive plus vraiment à dialoguer avec ces personnes-là, à leur faire entendre la raison. Et c'est ce qui est compliqué. Et on voit à quel point la démocratie est mise à mal aussi, puisqu'on n'est plus dans l'échange du tout. Même si moi, je milite effectivement pour la liberté d'aller manifester, et qui est un droit fondamental, etc. Mais là, on est dans autre chose, je trouve. Ça veut dire aussi, Raphaël Antoine, on voit, alors c'est pas la majorité forcément, parce qu'en effet, il y a des gens qui vont manifester pour la politique, mais d'autres, en effet, où on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a... comme un déni de réalité. C'est-à-dire qu'ils présentent leur désir comme un diagnostic. Leur désir, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y ait une apartheid. C'est qu'ils soient, eux, les victimes d'un apartheid nouveau. C'est qu'ils soient, eux, les boucs émissaires d'une société devenue folle. Ça, c'est leur désir. Ça, c'est le souhait. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ce ne sont pas des boucs émissaires, ce sont des gens dangereux, ce sont des gens qui contaminent les autres, ce sont des gens qui appellent liberté le droit d'être toxique. Donc, il n'y a aucun apartheid. Mais c'est le désir qu'ils ont de le penser qui est intéressant, comme le désir qu'ils ont de penser qu'ils vivent en dictature. Ce désir-là
est à la fois très compréhensible parce que en démocratie, eh bien, on manque d'une adversité spectaculaire, dictatoriale, et extraordinairement délétère parce que ça autorise en retour toutes les prédations, tous les crimes. Chaque fois qu'un pharmacien, qu'un médecin, qu'un directeur de CHU se fait agresser, vous avez des avocats des antivax, les avocats publics des antivax, pour dire il faut comprendre, regardez ce qu'on leur a fait, c'est-à-dire qu'ils invoquent ensuite en retour, et avec un processus très, très pervers, je dois dire, j'y pense maintenant, qui est la violence pendant les manifestations, n'est jamais mise au détriment